Bien, bonjour à tous. Nous sommes avec Jean-Paul Sirette, le PDG du Noblage, le fondateur. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu, tout d'abord, l'historique de votre société, comment vous avez eu l'idée de monter cette entreprise et quel est votre parcours personnel? Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'histoire de la société, elle est à la fois simple, comme sont souvent des histoires familiales, hein. J'étais moi-même dans la construction et j'avais besoin d'avoir, excusez-moi du terme, mais des clients récurrents. Alors que dans la construction, en gros, vous construisez un bien pour quelqu'un qui a besoin de construire, que ce soit sa résidence principale, sa secondaire, son siège social. En général, vous ne le revoyez pas souvent, hormis quand il y a des fuites, mais ça s'arrête là. Vous ne le revoyez pas tous les jours. Bon, et donc, j'étais en train de, après y avoir réfléchi, de copier les jardins d'Arcadie qui avaient fait une résidence-service sur Nantes. Rencontre avec un médecin qui me dit, mais non, votre truc, là, votre réflexion, arrêtez-la tout de suite, c'est pas ça le problème. On recule de 30 ans. Hein. Il me dit, c'est pas ça, on va tous vieillir, et puis à partir du moment où on va vieillir, on va devenir dépendant. Donc le problème, c'est pas la résidence-service, c'est une niche, même si c'est redevenu à la mode, hein, mais qu'importe. C'est de construire effectivement, ça s'appelait pas des EHPAD, mais des maisons de retraite très médicalisées et très confortables, parce que ce qui existe aujourd'hui, c'est un peu le bout de l'hôpital, et puis pas grand-chose, effectivement, il y a 30 ans. Donc voilà comment ça a commencé. Je l'ai écouté, on s'est associé avec d'autres familles, parce que j'ai compris que dès le premier établissement, c'était des métiers très capitalistiques. Parce qu'autant aujourd'hui, on a d'autres formules, puisqu'on représente une certaine entité, une certaine puissance financière, et restant toujours humble, mais quand on est seul, qu'on ne connaît pas le métier et qu'on est avec un certain nombre d'associés, eh bien, il faut à la fois investir dans l'immobilier, investir dans la partie exploitation, tout garder, emprunter, racler les fonds de caisse 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et c'est comme ça qu'est né le premier établissement à Nantes. Voilà. Alors aujourd'hui, quelle est la position du Noblage sur son marché? Vous êtes numéro combien en France? Alors, le Noblage qui est devenu Helena Santé, et le pourquoi, c'est que aujourd'hui, c'est 60% d'activité dans le médico-social, dans la partie retraite, et 40% d'activité dans toute la partie, ce qu'on appelle le moyen séjour, c'est-à-dire des cliniques de rééducation et des hôpitaux à domicile. Donc 60-40, voilà la répartition. Voilà pourquoi on ne s'appelle plus le Noblage, puisqu'effectivement, quand on intervenait via nos hôpitaux à domicile, par exemple, près d'une maman qui venait d'accoucher, qui avait 25 ans avec son bout de chou, à domicile en HAD, le Noblage arrivait, oh là, ces gens-là, mais pourquoi viennent-ils à la maison? Donc ça a commencé à poser pas mal de problèmes chez ses collaborateurs, collaboratrices. Voilà pourquoi on a gardé le L, le N, le A, LNA, et puis on y a mis santé. Voilà pourquoi on est devenu, il y a 1 an et demi, Helena Santé. Justement, quelle est la position de Helena Santé sur le marché de la dépendance par rapport aux grands acteurs que sont Orpea et Korian? Vous êtes numéro combien? Comment vous vous positionnez? Est-ce qu'on est 4e? Est-ce qu'on est 5e? Vous avez Orpea, vous avez effectivement Korian, vous avez Domus Vie, vous avez éventuellement Colisée, mais avec des métiers un peu différents des nôtres. On est par contre le seul opérateur, de par la taille d'Orpea et de Korian par exemple, hein, qui eux ont 10 fois plus d'établissements que nous, mais qui avons une répartition entre la partie retraite, à peu près proportionnée 2 tiers, 1 tiers, et la partie effectivement rééducation, c'est-à-dire le moyen séjour. Donc après, qu'importe qu'on soit 4e ou 5e, là n'est pas trop le sujet. On a par contre un projet d'entreprise, mais comme on est une entreprise certes cotée, mais qui est très familiale, où on n'a pas besoin d'aller chercher, je dirais, au conseil d'administration tous les mois, les indications qu'on veut bien nous faire mettre en œuvre ou pas. On présente chaque mois effectivement ce qu'on a envie de faire. On est, je pense, très transparent avec tous nos administrateurs indépendants, mais on n'est pas sous la pression de qui que ce soit. Voilà pourquoi on a pu développer un projet d'entreprise. Effectivement, on est très entrepreneurs et nos collaborateurs, nos collaboratrices sont aussi entrepreneurs. Je rappelle que le capital, quand vous regardez, vous avez effectivement une structure qui s'appelle Nobilise et dans laquelle vous avez 100 cadres. Ça aussi, c'est quelque chose. On a des familles autour de nous, on a nos cadres, on a des grandes familles telles que les familles Mérieux et Wimbert qui sont venues se rajouter il y a 2 ans, et puis le reste effectivement qui est en bourse. Mais effectivement, avec ce pacte d'actionnaires entre les familles, ça nous permet d'avoir des visions très long terme et donc d'avoir un projet d'entreprise différent. Le fameux 60-40 entre nos 2 activités, ce qui veut dire qu'hormis le court séjour qui est un autre métier, et là on n'y touche pas parce que ça n'a rien à voir comme métier, mais le moyen et le long séjour, c'est ce qu'on appelle une filière.
Je dirais qu'un patient, lorsqu'il sort de court séjour, il peut être chez nous pendant un certain temps en moyen séjour, puis ensuite ne plus le revoir pendant des années, puis revenir éventuellement dans le moyen séjour pour des raisons de pathologie, avoir besoin de l'HAD à son domicile et un jour se retrouver en établissement retraite chez nous. Là aussi, autre chose qui nous a permis, pendant 4 ans, 17 métiers différents au siège, plus les métiers d'établissement, de mettre au point un type d'établissement qui, aujourd'hui, nous sert à rentrer dans les filières publiques et associatives. Voilà pourquoi on a 2 gammes, on est les seuls à voir ça aujourd'hui. On a 2 gammes d'établissements. Les établissements historiques qu'on appelle élégance chez nous, qui sont plutôt le 4-5 étoiles, puisque là, on a effectivement tiré les prestations le plus haut possible. Et puis le moyenne gamme, qui lui, effectivement, est quand même 30% moins cher, avec toujours le même résultat en bas. Parce que je considère que dans le métier de la santé, comme dans les autres métiers, j'en parlais encore depuis 2 jours avec des DG de CH, de CHU, et ainsi de suite, si on ne fait pas d'excédent, on les appellera comme on voudra, ou des résultats, on est condamné. On n'investit pas avec des subventions, ça n'existe plus, ça n'aurait jamais dû exister d'ailleurs. On investit avec les propres résultats que l'on a. Et ensuite, il faut être y compris sur le plan distribution. Je rappelle que 25 ans sans distribuer un centime chez Helena. On distribue seulement depuis 3 ans, et là on est plutôt à 10-12% de distribution. Là aussi, pour se dire, on a un développement, on a un plan stratégique, et on continue notre développement tous les ans, sans à-coups, on maîtrise, et en se disant que ce développement, il se fait aussi bien sur le secteur privé, mais aujourd'hui beaucoup sur le secteur public et associatif, qui a d'énormes besoins dans la filière rééducation, la partie clinique de rééducation, HAD aussi, et la partie aussi EHPAD. Voilà pourquoi on a mis au point, on a mis 4 ans, et puis ensuite on a lancé, parce qu'il y a le papier qui fonctionne toujours bien en général. Puis ensuite, il faut aller sur le terrain, voir si ça fonctionne. Est-ce qu'on répond bien à la demande de ces résidents, de ces familles, au lieu d'être à, qu'importe, 85-90 € en province, 100-110 € dans la région parisienne, on est à 65. On avait promis, il n'y aura pas de différence de soins, même professionnel, même ratio de personnel dans le soin. C'est l'assurance maladie, entre guillemets, qui nous paie pour ça. Dans la dépendance, c'est le département qui nous paie pour ça. Il y aura les mêmes ratios de personnel. Donc, on ne fera pas de low cost. Par contre, en hôtellerie, il est évident que, oui, les matériaux sont moins luxueux. Oui, l'architecture est moins luxueuse. Oui, on n'a que des chambres de 21 mètres et non pas des chambres de 22, de 25, de 28, de 30 mètres. Ça, d'accord, mais on n'a rien inventé. Hein. On n'a fait que copier l'hôtel. On va dans un Ibis, on va dans un Mercure, on va dans un Palace. Effectivement, ce sont, bon an mal an, vous avez toujours une chambre. Mais ce n'est pas la même chambre, ce n'est pas les mêmes salons, ce ne sont pas les mêmes salles à manger. Le niveau de restauration est un petit peu différent aussi. Mais on n'a rien inventé. On a effectivement assemblé l'hôtellerie et ses différentes gammes, et puis la partie soins et dépendance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous financez votre plan de développement ? Alors là aussi, on est précautionneux. Je dis souvent que, en tant que fils de paysan vendéen, j'aime bien que tout soit bien, dès le départ, financé. Ce qui fait que notre plan stratégique 2018-2022, par exemple, quand on l'a présenté lors de nos comptes semestriels, il est financé pour les 5 ans. En fonds propres qui sont là, et toutes les autorisations de crédit sont à notre disposition. On ne dit pas à chaque fois qu'on va racheter quelque chose. Alors, la moyenne, c'est 600 lits. Il peut y avoir des années à 1000, des années à 300, des années à 1200, et puis d'autres années à 200, qu'importe. Mais tout est bien organisé pour faire les 600 lits de moyenne. Et on a prévu les volumes qui nous fallait d'investissement, nos fonds propres, nos emprunts avec nos 10 banques habituelles qui nous suivent, déjà ont tout financé avant de commencer à dépenser le premier centime. Donc jusqu'en 2022, on n'ira pas pleurer un centime d'emprunt à qui que ce soit, tout est déjà là. Comment vous expliquez la décote dont souffre Helena Santé par rapport à ces comparables, à ces grands comparables ? Par rapport à Orpea, par rapport à Corian en termes de multiples ? Alors deux raisons. C'est que d'une part, on n'a pas la liquidité qu'ils ont. Ça, il faut le reconnaître, hein. On n'a pas la même taille et la même liquidité. Donc déjà, pour certains investisseurs, ça peut se dire, chez Helena, on ne peut pas vendre en 10 minutes. On peut y passer plusieurs jours, si on a beaucoup de titres à vendre. Donc il y a ça qui joue, il ne faut pas se leurrer. Et que, par ailleurs,
Je vais être un peu dur. On n'a pas de grande histoire à raconter. Je la fais simple, quand on a présenté notre plan stratégique, les analystes financiers, la presse financière qui était là en disant « Elena, c'est pas marrant franchement. Vous nous dites ce que vous allez faire, vous faites ce que vous avez dit, voire toujours un peu mieux. » Et contre quoi je réponds « Bah oui, on va pas tout à fait tout vous dire quand même. » Mes associés historiques, les familles, me disent toujours « Mais comment tu peux faire des BP depuis tellement d'années sans jamais te tromper ?» Je dis bah parce que déjà, étant l'actionnaire principal, je ne me raconte pas d'histoire, je prends plein de réserves dans différentes lignes du BP, et ce que je vous raconte, c'est toutes les précautions que j'ai prises. Donc après, il y a des choses qui se passent plus mal, des choses qui se passent mieux, et dans l'histoire, on ne se trompe pas, mais je dirais ça, c'est ce que vous faites chez vous, hein, le gestionnaire, mon père de famille. Hein. Quand on commence à se dire, on va peut-être gagner 100, on va pouvoir dépenser 110, moi, j'y crois pas trop, ça. Hein. Quand on pense gagner 100, vaut mieux dépenser que 85. Il reste un petit peu de réserve, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, on n'a pas d'histoire à raconter en disant, on va reprendre 5000 lits, 8000 lits, 3000 lits, pour la simple raison, et ce n'est pas une critique vis-à-vis de nos concurrents, c'est que nous, on veut maîtriser notre capital. On veut maîtriser notre capital et donc maîtriser notre projet d'entreprise. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas aujourd'hui sans changer la composition du capital sur comment éventuellement, parce qu'on le voit dans le secteur public associatif, il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y aura de gros blocs à reprendre dans les années à venir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Parce qu'ils vont se recentrer sur leur cœur de métier, qui sont les urgences, la recherche des urgences et toute la partie chirurgie. Donc la partie rééducation, la partie retraite sera moins leur préoccupation dans quelques années obligatoirement. Et là, il est évident que si on arrive en disant, on nous dit d'un seul coup, écoutez, il y a 4000 lits à reprendre, vous, Elena, vous êtes sympa, mais on vous connaît bien depuis des années, ça fait quand même 10 ans qu'on travaille avec eux sur certains sujets. On a déjà fait 13 reprises publiques associatives. Le service RH et tous les services sont dimensionnés pour ça. Parce que les changements de statut, de convention collective, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, si on veut que ça se passe bien. Donc, on sait faire aujourd'hui. Mais demain, on nous dit, il y a 4000, il y a 5000, il y a 6000 lits. Comment fait-on? Parce que vous en reprenez 600. Ça ne va quand même pas durer 10 ans, le truc. Il faut que ça se fasse en un an et demi. Donc, on est en train d'y travailler, mais pour pouvoir reprendre en bloc et faire rentrer chez Elena au fil des années. Voilà, on en dira plus le jour où ça se produira. Ce sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais on y travaille. Un banquier m'a dit un jour, c'est une augmentation de capital par le bas. Possible que ça s'appelle comme ça, j'en sais rien. Mais effectivement, c'est d'aller créer une structure pour restructurer. Parce que quand on reprend un établissement, nous, avant qu'il soit en régime de croisière, qu'il fasse la bonne prestation, avec les bons résultats, on veut 5% après impôt. Et on l'a fait accepter, y compris aux ministres qui se succèdent. S'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'investissement. Il ne faut pas arrêter de se raconter des petites histoires sur le fait que la subventionnite et l'argent facile arrivent. Je pense que ce temps-là est bien terminé, y compris dans le monde de la santé. Donc, effectivement, puis après, ne pas confondre résultats et bénéfices et distribution de dividendes. Ça, c'est un autre sujet. Après, ça, c'est un problème de dirigeants. Donc, voilà pourquoi on n'a pas... J'ai répondu, je pense, on fait rêver personne, on dit ce qu'on va faire, on fait ce que l'on a dit, et puis la vie continue. Et puis, on a réglé notre problème de succession. Enfin, je dirais que oui, demain, il n'y a pas un fonds qui est chez nous aujourd'hui qui va faire monter le cours parce que demain, il va vouloir partir. C'est des choses, ça, qui sont un peu inconnues chez Elena. Très bien, merci beaucoup, à bientôt. Merci à toutes et à tous.